Je vais voir donc ici maintenant le diagramme. Petit à petit, je vais me balancer vers le diagramme CIE qui provient de la commission électrotechnique. Là, j'ai déjà vu le CIE RGB qui demandait, je veux dire, tout simplement, c'était le pourcentage de rouge, de vert et de bleu. CIE qui vient de Commission internationale de l'électrotechnique, de l'éclairage, pardon, Commission internationale de l'éclairage, et qui donne pas mal de diagrammes, diagrammes de chromaticité, diagrammes RGB, diagrammes XY, diagramme X, Y, Z, voilà, qui est en fait sur Photoshop le fameux LAB. LAB, quand on vous voyez LAB, signifie donc que vous êtes en système de coordonnées X, Y, Z. Parce que, bon, sur Photoshop, vous pouvez travailler dans le système RVB, dans le système bien sûr, il y a des conversions. On peut faire, les conversions sont déjà faites en software. RVB, CMJN, bien sûr, en LAB, vous travaillez bien sûr avec le CIE XYZ, grand X, grand Y, grand Z. Vous pouvez travailler aussi avec la teinte saturation, voilà, le système HSV, HSV, voilà, la teinte, la saturation, voilà. Voilà, donc vous pouvez travailler, je veux dire, dans une de ces normes-là. Voilà. Et alors, il faut savoir que le LAB sur Photoshop, ben, c'est le fameux XYZ. Alors moi, je vais avoir d'abord le diagramme de chromaticité. Diagramme de chromaticité. Mais avant de ça, il faut savoir que, bon, on avait vu que les rayons lumineux, enfin, je m'excuse, ouais, la lumière visible, mais c'est à l'aide de 400 nanomètres à 700 nanomètres. Voilà. Et que chacune là, on avait la lumière visible avec le rouge, l'orange, le jaune, le vert, l'indigo et le bleu. Bon, on avait les 5 couleurs de l'arc-en-ciel. Comment les avait-on? Bien un prisme. Et là, on avait une décomposition, voilà, de ces couleurs-là. Voilà. Bon, maintenant, si je prends une couleur à midi, bon, on a la couleur blanche à midi d'un objet qui est clair blanc. Voilà. Enfin, on a une couleur de lumière de midi qui éclaire un objet en blanc. Si je prends un autre type d'éclairage en soirée, ben, je prends un éclairage, par exemple, courant, qui va donner une lumière blanche en soirée, eh bien, tous les deux, c'est des blancs. Ben, effectivement, c'est des blancs. Mais maintenant, si vous additionnez les deux, ben, il y a un mélange coloré. Un mélange coloré qui va se faire quand on mélange les deux. Donc, il faut définir le blanc. Qu'est-ce que c'est que le blanc? Les Russes et les Américains n'ont pas pris le même blanc. Bon, il existe le blanc, ouais, le blanc C, le blanc E. Ben, la commission, justement, la CIE, définit le type de blanc, le blanc C, blanc E, etc., etc. Ils ne sont pas positionnés dans le diagramme de chromaticité au même endroit, blanc C, blanc E. Voilà, pour la télévision, par exemple, ils ont pris le blanc C. Voilà. Bon, ça, le blanc C, blanc E, c'est en fonction du nombre de Kelvin. Bon, c'est Kelvin, combien de Kelvin qu'on est. Les Américains, les Allemands, ils ont pris autant de Kelvin, les Russes ont pris autant d'autres Kelvin, mais c'est toujours de la lumière blanche. Et voilà. Qu'est-ce qu'un blanc? Ben, il faut définir le blanc. Le problème, il est là. Voilà. Ceci étant dit, bon, faut savoir que on peut décomposer la lumière blanche en différentes couleurs, mais on peut recomposer les différentes couleurs via un prisme mis à l'envers pour recomposer la lumière blanche ou via, je veux dire, une roue tournante, qui contient toutes ces couleurs-là. On fait tourner, on va avoir de la lumière blanche. Voilà. Maintenant, ce que je vais voir le diagramme de chromaticité avec ce qu'on appelle la pureté d'excitation. Voilà. Alors, le diagramme de chromaticité, en fait, bien sûr, vous devez le positionner comme ceci. Voilà, je ne sais pas si on voit. Ouais, on voit. Et là, vous devez partir de 400 nanomètres. Et en fait, c'est une histoire de courbe qui fait ceci. J'espère que je vais bien la faire. Voilà. Et là. Voilà. C'est une courbe qui fait ceci. Voilà. Et donc, là-dedans, on représente de 400 nanomètres, c'est la courbe de chromaticité à 700 nanomètres. Donc autant dire que la position des rouges, et là bien sûr il est gradué, on a 450 nanomètres, 470, bon et ainsi de suite, 470, 490,
on a le 500, 500, et puis après on a le 510, 510, et ainsi de suite. Donc je peux mettre 520, 530, 500, je vais mettre 550, 540, 550, 560, 500, ici, normalement, je devrais être déjà un peu plus loin. Donc 550, il serait là, 550, 560, 570, 580, et ainsi de suite. Bon, là, on aurait 590, 610, 630, ainsi de suite, 700. Voilà, on arriverait par exemple à 700 nanomètres ici. Voilà. Ici, vous comprendrez que on a les rouges qui vont rouge-orange jusque 560. Voilà, on aurait les rouges ici. Là, on a une tendance vers les oranges, bien sûr. De 590 à 560, on redescendrait vers 560, je vais repasser ici. Là, on aurait les jaunes, rouge, orange, jaune, et puis on aurait toute la gamme de vert qui irait de 560, par exemple, à 500, puis la gamme de bleu pardon, de 500 jusqu'à 450, quelque chose comme ça. Ouais, 450. Et puis on aurait la gamme de violet. Bon. Autant dire que on a toutes les couleurs possibles et imaginables possibles. Et donc, toutes les longueurs d'onde que l'on a ici sont ce qu'on appelle les couleurs spectrales, qui peuvent être, je veux dire, recréées en laboratoire via un prisme. Vers un prisme, en laboratoire, on fait intervenir de la couleur blanche sur un prisme et on va voir la décomposition de la couleur. Voilà. Et donc, ces couleurs spectrales, logiquement, on peut les considérer comme pures. J'ai toujours expliqué qu'on a ceci, hein, mais à 90% de l'intensité lumineuse se trouve, je veux dire, sur un intervalle très petit, epsilon. Voilà. Donc, on peut considérer qu'il est quasi pur, même s'il y a des à côté. Il y a des à côté, des fréquences à côté. Voilà. Mais on va considérer qu'il est quasi pur. Voilà, quasi pur. Donc, c'est comme si on avait des raies spectrales. Voilà. Voilà. C'est comme si on avait des raies spectrales. Voilà. Bon, mais pas confondre cette pureté avec la pureté, ce qu'on appelle la pureté d'excitation. Hein. Moi, je vais voir la pureté d'excitation. Ça n'a rien à voir avec la pureté que je viens de vous expliquer ici. Les signaux-là, ils sont considérés comme purs, comme monochromatiques. Ils sont représentés par donc, des points de la courbe que j'ai dessinés en trait plein. Les valeurs sont de certaines longueurs d'onde. Ces longueurs d'onde sont indiquées, je veux dire, en nanomètres. Vous comprendrez que j'aurais pu les mettre en angstrom ou en micron ou tout ce que vous voulez. Mais ici, le diagramme de chromaticité, bon, les unités sont faites, les points sont représentés en nanomètres. Voilà. Alors, si je relis, ici j'étais un peu trop vite, si je relis le 400 et le 700 ici on a ce qu'on appelle les pourpres. Voilà, c'est les pourpres. Voilà. Alors, bon, les pourpres ici ne sont pas des couleurs spectrales. Hein, c'est pas comme ces couleurs. Toutes ces couleurs-là sont considérées comme couleurs spectrales possédant une seule longueur d'onde. Hein, on va la considérer comme quasi pure, alors qu'ici, c'est pas, on va dire que c'est pas, les pourpres ne sont pas une couleur spectrale. Parce que les pourpres, qu'est-ce que c'est en fait? Les pourpres, c'est du rouge et du violet normalement. Voilà. Donc, les pourpres, c'est considéré comme qui ne sont pas considérés comme des couleurs spectrales, sont des mélanges de rouge et de violet. Donc ici, on a un mélange. Mais malgré tout, le rouge et violet, rouge et le violet, ceci c'est du rouge plus du violet, hein, violet plus rouge, hein, voilà, on a les pourpres ici. Voilà, quand on fait la liaison ici, on a le rouge plus le violet. Voilà, rouge plus violet, les deux, on a. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la pureté d'excitation. On va définir la pureté d'excitation. Mais avant ça, je vais quand même placer les blancs. Le blanc C, il se situe ici quelque part. Bon, il y a bien sûr que le blanc E qui est un peu plus loin. Mais bon, le blanc C, je vais le considérer ici, blanc C. Voilà, que je vais appeler white d'ailleurs. White pour le blanc C.
blancé, parce qu'il y a différents types de blanc, je vous l'ai expliqué, à différentes températures, définies par le CIE. Voilà, il y a le blanc américain, le blanc, je dis russe, bon, ça dépend. Voilà. Alors, maintenant, je vais définir le blanc, je l'ai positionné, le blanc, il est ici quelque part, hein, je peux vous donner les coordonnées exactes. Ouais, ici, je peux retransformer tout, ici, ce sont les mélanges de couleurs qu'on a, bien sûr, hein. Ça, ce sont les couleurs monochromatiques, et là, ce sont les mélanges de couleurs, et on retrouve le blanc ici. Blanc ici. Donc ici, ce que je peux faire, je peux mettre une transformation au travers d'un axe XY. Voilà, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout point peut être défini par une coordonnée en XY. Eh bien, si je fais ça, j'ai ce qu'on appelle le CIE XY. Voilà. Et en télévision, on utilise le CIE XY pour définir, je veux dire, le signal luminance. Voilà. Le signal luminance est défini par rapport au CIE XY. Voilà. Bon, alors, comme je viens de dire, toute couleur peut être représentée par un point à l'intérieur donc du diagramme de chromaticité et peut être considéré comme un mélange d'une couleur pure et d'un blanc. Voilà. Donc, si je prends cette couleur-là, ici, si je mélange cette couleur-là avec un blanc, ben, j'obtiens une certaine couleur qui se trouve au point A. Voilà. Mais en fait, enfin, j'étais un peu trop vite, hein, j'ai voulu aller un peu trop vite. Je vais refaire ce diagramme de chromaticité avec les axes XY, voilà, et le diagramme de chromaticité qui fait, on va dire, ceci. Voilà, et on retrouve les pourpres ici. Voilà. Bon, les lumières monochromatiques ici et le pourpre constituent, je veux dire, euh, une pureté d'excitation égale à 1. Voilà, tout ça, c'est une pureté égale à 1. Donc, que vous preniez les couleurs monochromatiques qui sont, je veux dire, quasi pures, ou le mélange rouge-violet ici, ben, ils ont, voilà, ils ont, comment on appelle ça, une pureté égale à 1. Maintenant, si le blanc, il est là, blanc C, il est là, ben, on va avoir toutes des courbes de pureté, qui sont comme ceci. Voilà. Et donc, là, je vais diminuer en pureté. Parce que, ici, pureté, ça veut dire que je proviens des courbes monochromatiques et du pourpre, ou du pourpre, pour avoir une tendance à aller vers les blancs. Et plus je vais vers les blancs, plus la pureté diminue. Voilà. Ça veut dire que à partir de la lumière de base, je vais vers les blancs, plus je vais vers les blancs, plus la pureté. Ici, par exemple, j'ai une pureté de 0,75 pour celui-ci. Ici, par exemple, j'aurai une pureté de, je sais pas moi, de 0,50. 0,50 pour celui-ci, et une pureté ici, tous les points qui seraient ici auraient une pureté de, voilà, tous les points qui constitueraient la courbe ici auraient une pureté de 0,25. Voilà. Tous les points qui seraient situés ici, là, ici, auraient une pureté de 0,50. Voilà. Et donc on a des zones, on va dire des courbes comme ça, je veux dire, avec qui vont définir une pureté. Si on part des plus purs ici, vers la lumière blanche qui est moins pure, qui est la moins pure. Voilà. Et donc la pureté diminue. Parce que on proviendrait des couleurs provenant, je veux dire, de prisme pour aller retourner vers le blanc. Et vers le blanc, on tourne vers une pureté qui est voilà, proche de zéro. Voilà. Donc autant dire que la pureté, comment dire, la pureté, ce qu'on appelle la pureté d'excitation, bon, elle va varier de 0 à 1. Voilà. Il appartient à un domaine qui est de 0 à 1. Maintenant, une autre manière de définir la pureté, il y a une autre manière de définir la pureté, c'est comment? Ben, je prends un illuminant,
un illuminant, une couleur, hein, un illuminant XY. Voilà. Par rapport à une couleur, la couleur par rapport à l'illuminant, hein, si je mets A, B, B c'est la couleur, A c'est l'illuminant. Si je prolonge jusqu'ici, ici le marqueur ne fonctionne plus. Si je prolonge jusqu'ici, voilà, en ligne droite jusqu'à la couleur pure, eh bien, si je fais le rapport, là je vais avoir le point C, hein, sur la courbe de pureté égale 1. Si je fais AC, le segment AC sur le segment AB, AC sur AB, ben, c'est aussi, je veux dire, la pureté d'excitation en fait. Voilà. C'est juste un rapport entre la distance illuminant couleur et son prolongement par rapport à l'illuminant jusque la couleur pure. Voilà. Et là on peut définir son degré de son pourcentage de pureté. Je peux mettre en pourcent si je mets fois 100, que je mets en pourcent. Donc en fait on peut définir beaucoup de choses. Ici je peux j'ai le C, ici j'ai le diagramme CIE XY. XY on voit bien. Hein. Ici je peux comment on appelle ça, le graduer, je le gradue. Et si j'ai un point de couleur, ben, je peux donner une coordonnée XY. Voilà. Chose que je verrai plus tard. Je verrai ça plus tard. Bon, maintenant toujours concernant ceci, si je fais un mélange, si je vais me situer dans le diagramme XY, avec le diagramme de chromaticité qui est ici, niveau de pureté égale à 1, on retrouve les pourpres ici, et toutes les couleurs qui vont du rouge jusqu'au violet ici. Alors, les points latéraux de la courbe des lumières pures donc, correspondent à tous les mélanges possibles. Ici, on a tous les mélanges possibles. Hein. Vous comprendrez qu'ici, tous les points ici, on a toute la zone ici, c'est tous les mélanges possibles et imaginables. Hein. Et que si je mets les blancs, blanc C, le blanc C serait ici quelque part. Alors, blanc C, défini par le CIE comme étant le blanc C. Si je mets le blanc C, je vais l'appeler W pour white. Alors, par mélange additif de deux couleurs, représentés par exemple par deux points différents, que je vais appeler ici A et B. Si je prends deux couleurs AB, voilà. Je mélange A et B. Mais le mélange additif de deux couleurs sera représenté par un point qui est entre le segment A et B d'office et pas ailleurs. Voilà. Et donc on va voir un point qui va se situer sur le segment AB et que je vais par exemple appeler C, mais qui va être situé sur le segment donc AB, le plus près de la couleur qui a la plus grande intensité, je veux dire, lumineuse. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, ici, plus grande intensité, ben, on est plus vers A. Plus grande intensité, elle est là. C'est A. Donc, si je mélange A et B, deux couleurs A et B, ben, je vais plus me situer vers A. Parce que l'intensité est plus grande au niveau de A. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle couleur complémentaire? Couleur complémentaire, ben, en fait, c'est deux couleurs monochromatiques dont l'addition, en proportion bien sûr convenable, il ne faut pas qu'il y ait un de plus que l'autre, fatalement. Voilà. Mais en proportion convenable, il faut des proportions, peut donner donc du blanc. Bon. Par exemple, si je prends les longueurs d'onde de 400 à 494, donc de 400, ici, de 400 à 494. Vous comprendrez que le blanc est là, les complémentaires vont... Donc les complémentaires de toutes ces couleurs-là se retrouvent par rapport au blanc ici, dans cette zone-là. Voilà. On se retrouve ici. Voilà les complémentaires. Celui-ci il a son complémentaire là, celui-là il a son complémentaire là, celui-là il a son complémentaire là. Il faut passer par le blanc. Voilà. C'est un complémentaire, c'est quand vous mélangez deux couleurs, ça va redonner du blanc. C'est ça. En proportion convenable, hein, bien sûr. Voilà. Donc de 400 à 494, on a des complémentaires, bien sûr, de 570 à 700. Donc si je prends de 400 à 494, ils ont des complémentaires de... Là, on a 700 nanomètres. On a dit 590.
Voilà, 500, 570. 570. Voilà, 570. Voilà, ici, voilà. Les complémentaires de tous ceux-là, mais ils se retrouvent en passant, voilà, par le blanc. Celui-là et celui-là vont former du blanc. Celui-là et celui-là vont former du blanc. Voilà, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, tous les complémentaires de 400 à 494, leurs complémentaires, ils se retrouvent ici. Et les complémentaires, bien sûr, de ceux-là, ils se retrouvent là. Voilà. Maintenant, ouais, vous allez me dire, ouais, mais les complémentaires entre de 494 à 570, donc les complémentaires de ça, où ils sont? Mais si je repasse par le blanc, je vais retomber sur les pourpres. Donc, le complémentaire de 494 à 570, ce sont les pourpres. Voilà. Bien sûr, les pourpres qui ne sont pas des couleurs spectrales, hein. Bien sûr, comme j'ai expliqué, elle est considérée comme le pourpre, est considérée comme couleur pure, égale à 1, mais qui est une couleur, un mélange de rouge et de violet. Voilà. Et alors ici, je vous ai mis à titre indicatif, mais, que le bleu de 485, si vous regardez, il faut avoir le diagramme de chromaticité devant soi. Hein. Vous allez sur Internet, vous allez chercher 485, vous passez par le blanc, vous tracez un segment, vous allez chercher la couleur opposée, et en fait la couleur opposée sera le jaune qui est à 586.5. Voilà. Si vous prenez le bleu-vert qui est à 492 nanomètres, ben, vous aurez un bleu-vert 492, on est ici, on va se retrouver là, on aura un orange à 612.8. Voilà. Si vous prenez un bleu-vert à 493.5, eh bien, vous aurez un complémentaire qui est le rouge à 640 nanomètres, etc., etc. Vous pouvez vous amuser à, je veux dire, tracer, je veux dire, les complémentaires par rapport à une courbe. Moi, la mienne n'est pas graduée, fatalement. Bon, fatalement, moi, je dois elle n'est pas à l'échelle. J'ai pas tiré ça voilà, d'un document, je veux dire, de la CIE, Commission internationale de l'éclairage. Je n'ai pas tiré ça. Mais sinon, si je vais chercher dans la Commission internationale d'éclairage, je prends une courbe comme ça. Et si je prends une longueur d'onde bien précise, je passe par le blanc défini par le CIE, blanc C par exemple. Eh bien, je vais retomber sur les valeurs que je vous ai données. J'ai trouvé le complémentaire assez facilement. Bon, maintenant, pour trouver le complémentaire, il existe aussi des disques de couleurs et qui permettent de trouver facilement le complémentaire. Un complémentaire qui sera juste à l'opposé, tout simplement. Il se fera chercher l'opposé de la couleur pour avoir, euh, pour avoir, le complémentaire. Voilà. Donc, complémentaire, c'est quand c'est deux couleurs qui, quand on va mélanger, va donner du blanc. Voilà. Et donc, le complémentaire, c'est ça. Donc je vous ai donné quelques complémentaires. Le complémentaire de bleu, c'est du jaune. Ouais, mais vous allez me dire, ouais, le complémentaire d'office, ce qui va donner, ce qui va avoir comme conséquence ici bien sûr, on trouve le rouge, l'orange, le jaune, bien sûr, dans cette zone-là, parce que c'est 570. On a même 560, on a encore du jaune. Bon, ici, de 550, de 400, de 500 jusqu'à 400, de 400 à 500, 500 est là, on a bien sûr du bleu, bien sûr, et du violet ici, du violet avec de l'indigo et du violet. Donc autant dire qu'ici, on a les couleurs. Là, on aura les couleurs chaudes, et là, on aura les couleurs froides. Donc, les couleurs complémentaires du froid ici, ben, ce seront les couleurs chaudes ici, et les couleurs complémentaires du chaud ici, ce sera des couleurs froides. Donc, quelqu'un qui fait de la peinture, quelqu'un qui fait de la peinture, ben, en fait, s'il veut faire des mélanges de couleurs chaudes et de couleurs froides pour faire une peinture bien spécifique, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller voir, bien sûr, le cercle chromatique que vous avez ici, hein, le cercle chromatique, et il va aller chercher une couleur chaude avec une couleur froide pour donner certaines sensations de perception, de vision, de contraste, parce que couleur chaude, couleur froide, c'est un contraste. Voilà, c'est un contraste. Voilà. Et donc les peintres, etc. Bon, ben, les peintres, c'est un système avec les couleurs complémentaires ne sont pas RVB. Hein. Moi je suis dans le système RVB. Un système RVB. Mais si je parle en peinture, par exemple, dans le cas de la peinture, si je parle de la peinture qui n'est pas du RVB, parce qu'en fait c'est en soustractif là-bas, et j'ai expliqué l'additif et soustractif, là-bas en soustractif, bon, on utilise, bien sûr, vous comprendrez, on utilise le cyan magenta et le jaune. Donc là,
pour avoir vous allez faire des mélanges de couleurs chaudes, des couleurs froides si vous faites de la peinture. Et là, à ce moment-là, pour donner certains contrastes, hein, pour faire ressortir certaines choses au niveau du dessin, etc., etc. Enfin, au niveau de la peinture, je m'excuse, au niveau de la peinture, ou du dessin, si c'est du crayon de couleur, parce qu'on peut dessiner avec des crayons de couleur aussi. Voilà. On ne dessine pas qu'au pinceau, à la gouache. Bon, on peut dessiner au pinceau, à la gouache, on peut dessiner, je veux dire, à l'acrylique, peinture à l'eau, peinture à l'huile, peinture à ce que vous voulez. Mais au crayon, au crayon gras, au crayon sec, de couleur, hein, je parle des couleurs, des crayons secs, crayons de couleur sec, crayons gras. Il existe des crayons fort gras, je veux dire, de couleur. Il existe toute une panoplie, je veux dire, d'outils pour dessiner. Le dessin, c'est pas que de la peinture, c'est pas que de la couleur sous forme euh, voilà, de fluide ou voilà, fluide. On peut avoir voilà, des mines solides. Voilà, on peut dessiner avec des solides. Donc, faire une peinture, enfin, faire comment est-ce qu'on appelle ça, un paysage, je peux le faire avec des crayons, pas forcément avec des pinceaux. Et je peux contraster des effets au crayon ou au pinceau, peu importe. Je peux le faire aussi bien avec un outil qu'un autre, ça change pas. Et donc, faire ressortir certaines choses au niveau de la peinture, du dessin, faire ressortir, je veux dire des aspects, des paysages éloignés, des paysages contrastés, des paysages. Euh, ouais, par exemple, si je prends l'hiver, quelle couleur la première chose si on demande à quelqu'un de dessiner un paysage hivernal, première chose qu'il va faire, il va prendre la peinture blanche. On va prendre la peinture blanche. En fait, quelque part, il y a moyen de dessiner des paysages d'hiver avec, bien sûr, du bleuté. Bleuté. Personne ne le pense, mais vous allez voir que si vous mettez beaucoup enfin, quand je dis bleuté, c'est du bleu clair, hein, mais vous mettez du bleuté là, dans un paysage d'hiver, vous allez voir ressortir le paysage hivernal comme si c'était vraiment l'hiver, hein. Voilà, donc vous n'allez pas croire que c'est forcément avec du blanc qu'on fait de la neige. La neige peut être, je veux dire, représentée au niveau d'un dessin avec des pigments bleus très faibles, noyés bien sûr dans le blanc. Voilà, donc en fait, les couleurs chaudes et froides peuvent être utilisées de multiples facettes pour agrémenter, je veux dire, une peinture ou un dessin ou ce que vous voulez. Agrémenter, voilà, faire des contrastes, faire tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Là, on demande d'aller dans une école de peinture ou de dessin pour apprendre, je veux dire, les mélanges de couleurs, comment contraster, comment apporter un plus à la peinture, etc. Et là, on tombe dans l'art abstrait du mélange de pigments de couleurs. Mais attention qu'ici, moi, je suis en RVB, hein, donc je suis en additif. J'explique l'additif ici. Mais ça se passe comme ça en soustractif aussi. On a le- comment- le cercle chromatique où on peut aller chercher, je veux dire, des contrastes entre des couleurs complémentaires. Voilà, et faire des dessins par rapport à des couleurs complémentaires et s'amuser, parce que faire de l'art avec des couleurs complémentaires, il n'y a pas moyen. Il y a moyen. Il y a moyen de tout faire en fait. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.